Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc depuis la plateforme Zoom, depuis l'Institut français de Madrid. Donc comme vous le savez, nous sommes réorganisés et nous organisons régulièrement des activités sur cette plateforme, sur la plateforme Zoom. Donc, nous avons commencé il y a déjà quelques temps ce cycle de lecture confinée. On avait commencé avec Nathalie Pinault il y a un mois, il y a 15 jours avec Pedro Casablanc et aujourd'hui nous avons la chance et l'honneur de recevoir parmi nous Lola Casamayor, qui va nous interpréter des fragments de l'œuvre de Ahmed Razali, Tombouctou, 52 jours à dos de chameau. Nous allons avoir la chance également de compter sur l'auteur, Ahmed Razali, qui est parmi nous et qui, à la fin de ces lectures, participera à une petite conférence, à une conversation avec le public entre Lola, Ahmed et vous et vous-même. Donc, vous savez, peut-être pour ceux qui sont habitués, vous pouvez poser vos questions sur la partie chat en bas de votre écran. Donc, donc voilà. Ensuite, on aura donc cette conversation avec Ahmed et Lola. En attendant, donc je vais couper moi ma caméra et mon micro et je vous laisse donc avec Lola Casamayor. Merci à toutes et à tous. Non. Mon nom est... Je m'appelle... Bonjour, bonsoir. Oui, c'est moi qui vous parle. Oui, oui. Vous croyez qu'une pancarte ne parle pas? Mon nom est... Je m'appelle Tombouctou. Si c'est mon nom. Tombouctou, 52 jours à dos de chameau. C'est ce qui est écrit sur moi. Mon nom est arabe, mais je vous épargne. Je le traduis dans votre langue. Un nom propre ne se traduit pas, vous dites? Et qui vous dit que je suis propre? Dieu que les humains aiment le propre et la propriété. Moi, je suis commune. Je suis contente comme ça. Commune, comme ce désert où je vis. Mon âge, 1000 ans et 1000 et quelques poussières. Quand on a cet âge, on ne se soucie pas de retenir l'année exacte de sa naissance, et encore moins le jour. Alors, pour fêter les anniversaires... Alors, quand les Arabes ont introduit le cheval en Afrique du Nord, non, non, pas les Arabes, les Berbères, où est-ce les morts? Quand ceux qui sont venus d'ailleurs ont introduit le cheval en Afrique du Nord, mais quoi cheval? J'ai dit cheval, moi, non, 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 chameau, pas cheval, chameau. Où est ma mémoire? Je deviens un morceau de bois sec. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, les nomades se sont dit, voilà un moyen de traverser le Sahara. Quelques mois plus tard, ah non, 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 pas encore, j'ai oublié de dire une chose, oui, c'est qu'avant le chameau, les nomades vagabondaient timidement au sud, non, 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 au nord, et sans jamais oser s'enfoncer au cœur du désert. Mais chaque jour, ils regardaient l'infini et rêvaient. Il y a bien quelque chose au-delà de cet océan de sable, non? Avec les chevaux, ils organisèrent une caravane et l'envoyèrent au sud. Au nord? Non, 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 au sud. Et quelques mois plus tard, les caravaniers sont rentrés à la maison. Nous avons trouvé une ville magique et un grand fleuve magique, le Niger. Et ils ont mis une pancarte. Tombouctou, 52 jours à dos de chameau. C'est moi. Mais maintenant, personne ne passe par ici.
Un marcheur, un voyageur, quelqu'un pour aller à Tombouctou. Mais pourquoi je ne vois personne poindre à l'infini? Est-ce que j'ai la lèpre? Ne suis-je plus digne de vos pas? Monte, sable, ensevelis-moi, que je m'enfonce au creux de la terre. Monte, sable, monte, monte. Qu'est-ce que je vois? Oui, un être humain. Elle est enceinte. Sa grossesse est mûre. Une femelle qui cherche un nid pour accoucher. Comme tout bouge sur son passage, c'est la vie dans ses entrailles qui l'a guidée ici. La vie renaîtra au désert. Qui es-tu, malheureuse? De quel siècle tu sors? Elle ne m'entend pas. Oui, caresse ton ventre comme ça. Protège la vie que tu portes. Je ne peux rien pour toi, malheureuse. Je ne suis qu'une voix sénile qui erre dans le désert. Tu veux que je raconte? Tu veux connaître le passé de tes ancêtres? Quand la vie coulait en douceur, quand les nouvelles arrivaient comme la douce brise du matin, de Fès, Djenné, Córdoba, Marrakech, Granada, Tombouctou. Comme ce temps me paraît loin, le temps où on me touchait comme une pierre sacrée. Je me souviens de la fin, quand les caravanes ont cessé de passer. J'avais à peu près 4 siècles. Étrange. Quelque chose retenait les gens au nord et au sud. Écoute, écoute mon enfant. On dit qu'au bout du Sahara, à l'ouest là, il y a un grand lac. Et il y a des grands chameaux qui glissent sur l'eau. Des chameaux aussi hauts que nos palmiers et aussi gros que les grandes dunes des Aeturir. Et ils nagent vite, beaucoup plus vite que nos chameaux. C'est sur leur dos que les hommes noirs de la forêt font le commerce maintenant. Oui, ils font le commerce avec des hommes blancs, blancs comme le lait de nos chamelles, voilà, avec des yeux bleus et des yeux verts. Je me suis efforcée, moi, d'imaginer ces grands lacs, ces chameaux géants et ces hommes blancs. Mais je n'y suis pas arrivée. Alors moi, j'avais ma petite idée. Si les humains ne venaient plus au désert, c'est que le désert était allé chez eux. Le monde était envahi par le sable, pourquoi pas? Ici, il y avait la jungle avant. Il y a pas loin d'ici une falaise avec des grottes. Il y a sur les parois des grottes des dessins d'animaux que nous n'avons jamais vus ici. Les nomades disent avoir vu des animaux comme ça au sud, au bord du Niger. Ils s'appellent ça des girafes, des éléphants et autres noms encore. Ici, il y avait la forêt et beaucoup d'eau et maintenant, le désert. Est-ce que le désert a gagné toute la terre? Est-ce la fin du monde? Le sable était en train de m'ensevelir. Le caravanier qui prenait soin de me dégager n'était plus là. Quant aux nomades, je ne les voyais presque plus. De siècle en siècle, le niveau des sable augmentait. Je n'avais plus qu'attendre la fin. Bientôt, je serai entièrement enseveli de sable. Je serai enterré là, où je suis né comme les arbres. Après tout, j'aurais vécu 8 siècles. Ce n'est pas rien, 800 ans. J'étais en paix. La princesse du désert a fait son temps. C'était là ma dernière pensée au moment où je ne voyais presque plus le ciel.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Suis-je encore en vie? Mais qui êtes-vous? Ah, qui est-il? C'était la première fois que je voyais un humain blanc avec des yeux bleus. Jusque-là, je ne voyais que des noirs et des moines noirs. Mais je t'avoue, ma fille, ce qui m'a le plus étonnée, ce n'était pas sa couleur blanche, qui n'était pas non plus comme le lait des chamelles, mais il parlait seul, et vite, et ça l'amusait. Dans ma vie de 8 siècles, je n'avais jamais vu ça. Je le jure sur Allah. Les pays des Blancs. Des années pour moi, c'est comme des heures pour les hommes. Je ne m'étais pas encore remise de mon bouleversement quand il est revenu. Il parlait de la France, Angleterre, Paris. C'était la première fois que j'entendais les noms de ces pays. Trop de choses nouvelles tout d'un coup. Un mauvais présage. Mais non, Tombouctou, 52 jours à dos de chameau, tu n'as vu personne. Tu as eu une vision, c'est tout, une vision. Ben c'est vrai, les gens qui agonisent ont souvent des hallucinations. Et les sables, je suis dégagée comme à ma naissance. Une tempête de sable a fait ça, bien sûr. Une tempête de sable. Non, je n'ai vu personne, ce n'était qu'un cauchemar. Un cauchemar, un cauchemar. Mais une tempête de sable ne fait pas ça, je le savais. Je voulais croire que tout continuait comme avant. Mais au fond de moi, je n'en croyais rien. J'ai vu un homme blanc aux yeux bleus. Il parlait seul et vite, comme jamais je n'ai vu quelqu'un parler avant. Le monde dans lequel je suis née est bel et bien mort. Je ne savais pas encore dans quel autre monde je renaissais. Oh, ma pauvre fille, tu sens une boule de fer dans ton ventre, emboulée. Tu vas vite, mon enfant, tu veux connaître la suite de l'histoire. Écoute, ma fille, écoute. Le temps avait passé. J'avais réussi à oublier l'homme blanc aux yeux bleus. De nouveau, la vie coulait dans le calme et le silence. Mais cela n'a pas duré longtemps. La guerre. Devant moi, l'armée française et l'armée anglaise luttaient pour conquérir le désert. Mais finalement, ils se sont mis d'accord pour le partager. Et ils ont dégusté le champagne et ils ont fumé des cigares pour fêter cet accord. Entre vous, le champagne, et pour nous, les bombes et les chars. Français, anglais, belges, hollandais, portugais, espagnols. Au nom de quel droit héritez-vous de notre terre, de notre désert? Vos drapeaux? De lanières de feu qui embrasent nos champs. Vos hymnes? Des rasoirs qui déchirent nos musiques et nos prières. Vos bottes? Des rouleaux compresseurs qui laminent nos langues et nos différences. Ah, elle a perdu ses os. Tu vas vite, mon enfant, tu me presses, tu me presses. Enfin, les Blancs quittent le Sahara et je vois revenir le mien, le noir et le moins noir. Enfin, vous revoilà vous. Comme je vous ai attendu, vous revoilà libre, maître de votre destin. Et moi, princesse du désert. Pourquoi vous êtes fagoté comme ça? Vous étiez plus beau dans vos burnous et vos boubous. Vous voulez le chemin à Tombouctou? C'est par ici. Non, 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 par là.
je vis un Touareg arriver. Mais un soldat l'a arrêté. Votre passeport, il a dit. Quoi? A répondu le Touareg. Votre passeport, votre identité. Je traverse depuis toujours, mon fils. Vous avez le pied sur le sol de la République populaire du Mali. Ah bon? Vous entrez dans la République démocratique du Niger. Ah bon? Oui, monsieur. Qui a dit ça, mon fils? Les Blancs l'ont dit. Et nous, on répète. D'où venez-vous? De ma tante. Où ça? Là-bas, à l'est. Et demain, Inch'Allah, elle sera de ce côté, au nord. Il vous faut un visa. Écoute, mon fils, mes chameaux ont soif, je dois les abreuver. Le puits est là-bas, je le vois, Wallah. Je ne suis pas votre fils. Le puits n'est pas là-bas, le puits est dans mon pays. Alors tu retournes dans ton pays, tu cherches l'ambassade de mon pays dans ton pays et tu demandes un visa de séjour temporaire dans mon pays. Motif? Abreuver le chameau de ton pays dans le puits de mon pays. Et c'est où ça, mon pays? Alors tu dois d'abord trouver ton pays. Tu demandes un passeport à la police de ton pays avant d'aller à l'ambassade de mon pays dans ton pays. Mon fils, mon pays est peut-être le même que ton pays. Alors tu vas à l'ambassade de... Merde. Vas-y, entre. Maudit Touareg. C'était le dernier Touareg qui a passé la frontière. Roi, président, territoire, souveraineté. Que les tempêtes renversent vos barbelés. Chef, discours, honneur, intégrité. Que le sable ensevelisse vos frontières. Où sont nos veillées d'antan? Où sont nos prières? Je n'en peux plus de vos chicanes et de vos guerres. Je crache sur vos indépendances assassines. Avant, personne ne possédait ce désert, mais tout le monde le traversait. Avant, je n'appartenais à personne. Malienne, moi. Algérienne, mauritanienne, marocaine, non, mongolienne. Je ne vous reconnais plus. Laissez-moi. Je suis un chemin, une route. Je n'appartiens à personne. Je ne vous reconnais plus. Laissez-moi. Où est Tombouctou? Pourquoi mon regard ne porte plus à l'infini? Où est Agadez? Où est Marrakech? Mon éternité de désert. Ils m'ont voilé le regard. Des voiles, c'est des voiles de barbelés. Pourquoi je ne vois personne poindre à l'infini? Obscur, mon horizon voilé, 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 voilé. Quel vacarme! Il vient pour vider de pétrole le ventre de ce désert. Et après avoir sorti tout son or noir, ils y mettront ses déchets nucléaires. Ils pensent que le sable enfouira tout. Aucun respect pour la terre. Ils sont faits de mes nomades des esclaves enchaînés. De mon ventre, un dépotoir, de mon sang, une marée de pétrole, de mon haleine, des vapeurs toxiques. Et ma peau, ma belle peau de sable putrifié de plastique, des pneus, des ferrailles. Ô oiseau migrateur qui agonise à mes pieds. Mon dernier oiseau migrateur calciné. Mon ciel enfumé. Mes nomades empoisonnés.
mes entrailles irradiées, ma voix rouillée, mon utérus raclé, m'écriait, violeur de la terre. Videz, videz-moi encore, gavez-moi encore de vos déchets. Je vous vomirai de volcans déchaînés, je vous pisserai des rats de marée sur vos villes, je vous cracherai des pluies noires et acides sur vos champs. M'écriez, violeur de la terre. Vous connaîtrez ma revanche de l'univers, mes foudres, mes avalanches et mes tremblements de terre. M'écriez, violeur de la tête. Vous connaîtrez ma guerre de pierre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des touristes. Mais touchez pas. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il veut m'acheter. Acheter une pancarte pour la mettre dans son salon à New York. Imbécile. Elle va indiquer quoi dans ton salon? Les chiottes. Cette fois brûlée, 11 fois enterrée sous le sable, on a pissé sur moi, j'ai subi les balles des soldats et les crachats des clandestins. Mais personne ne m'a humilié autant que les touristes et les marionnettes de la culture. Ce n'est plus la violence de bombe, c'est l'époque des films de Hollywood, de Paris-Dakar, des méharés touristiques. Époque de marchands de rêves. Beaucoup de gens venaient me voir. Même en grande pompe, une équipe de l'UNESCO, anthropologues, sponsors et autres bons gens de la haute culture, suivis par des journalistes et des caméras. La direction de l'UNESCO a parlé. Chers amis, voilà des années que l'UNESCO est sollicitée par de nombreuses associations d'ethnologie, des anthropologues de renom international, des universités du monde entier pour protéger ce bijou de l'histoire du Sahara, la pancarte Tombouctou 52. Notre équipe a en effet confirmé les menaces qui pèsent sur T52. Tentatives de vol, salissures et autres humiliations que je ne nommerai pas. Et l'UNESCO a dit « Oui, T52 est désormais protégé par l'UNESCO à titre de patrimoine universel de l'humanité, en vertu de quoi elle ne pourrait être ni touchée ni approchée à moins de 2 mètres. Tout travail d'entretien ou de restauration est exclusivement l'affaire de nos experts. Ni approcher ni toucher. Ils font ça avec leurs enfants. Ils les enferment dans une chambre et leur jettent des jouets pour ne pas avoir à les prendre dans leurs bras. Ni approcher ni toucher. Ils font ça avec leurs vieux. Ils les enferment dans les asiles pour ne pas avoir à soutenir leur vieux corps. Ni approcher, ni toucher, carrés de barbelés. Ils ont fait de moi un pays inaccessible de 2 mètres carrés. Honte sur vous. Mon histoire se termine là, à ce carré de barbelés. Mes hurlements dans le désert. Et toi, ma fille, tu as passé la frontière, traversé le désert d'un pays à l'autre, clandestinement. Comme les temps changent. Au Moyen-Âge, l'Europe nous demandait à l'Afrique de leur livrer le noir sans vrac. Maintenant, ils nous supplient de le garder chez nous. Toi, ma fille, c'est vrai que tu es née avec une calebasse sur la tête. Ton patron, M. Koulibaly, a ouvert un gîte pour les touristes. M. Koulibaly est allé dans le pays des Blancs. Il est revenu avec des idées dans la tête.
Je reviens avec des idées dans ma tête. Les touristes passent par Banani pour faire le circuit d'Ogon. Nous devons le garder une nuit ou deux dans le village pour les traire comme des vaches. Et je vais installer une douche. Une vraie douche. Voilà comment je procède. Je mets sur le toit de la salle de bain un grand bac d'eau. L'eau descend du bac jusqu'à la pompe de la douche. Prémisse numéro 1, le bac toujours rempli d'eau. Prémisse numéro 2, le touriste ne voit pas le bac. Conclusion logique, le touriste se croit dans un hôtel en ville. Je reviens avec des idées dans ma tête. La petite montait par l'arbre escalier sur le toit et vidait la calebasse sur le bac. Elle remplissait le bac et écoutait les touristes chanter. Cours, cours, cours fillette. Il faut remplir vite le bac pour que le blanc ne manque jamais d'eau. Elle pleuvait sur les têtes des touristes et ils chantaient. Cours, cours, cours fillette. La pluie ne doit pas s'arrêter. Chez eux, l'eau tombe sans arrêt du ciel et du robinet. Cours, 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 fillette. Pousse, 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 ma fillette. Pousse fort, mon enfant. Tu dois donner la vie, te libérer. Tu es prête maintenant. Aujourd'hui, c'est toi qui fais l'histoire. Je veux redevenir ce que j'étais, un carrefour au cœur du désert. Prends ce chemin qui s'enfonce vers le sud. Fais que je revive en toi. Fais que je renaisse dans ton bébé. Entre le nord et le sud, un jour, du bitume de leur corps calciné, naîtront les autoroutes du désert. Parfois, je vacille sous le poids de ce que je porte. Parfois, j'ai la nostalgie de ces temps où je n'étais qu'un seul sens, Tombouctou. Le monde était si petit qu'il était grand et infini. Aujourd'hui, il est si grand qu'il devienne petit et minuscule. Dans mes moments de cafard, je vois la terre se froisser comme un bruyant de papier et les étoiles pleuvoir comme une cendre mouillée sur nos terres désolées. Mais aussitôt, un marcheur passe et je me reprends. Allons, vieille princesse du désert, relève la tête et indique le chemin. Merci Lola, bravo. Merci Lola, merci beaucoup. Donc maintenant, si les gens veulent... Alors je vais mettre Ahmed Razali qui nous a écoutés. Je vais vous mettre comme panéliste. Alors. Voilà, je pense que vous... Ahmed, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci Lola. Merci pour cette lecture touchante, émouvante. Vraiment, j'ai dû retenir mes larmes de temps en temps. Ça fait des années, de nombreuses années que je n'ai pas écouté ce texte et c'est vraiment beaucoup d'émotions. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Hein. Merci. Ah bon, non, merci à toi pour tes paroles, parce que je ne fais que mettre la voix sur tes paroles. Donc maintenant, si le public, vous avez des questions à poser à Lola Casamayor ou à Ahmed Razali sur l'œuvre, sur l'interprétation, sur l'époque dans laquelle on vit actuellement, nous vous écoutons, nous vous lisons et moi
voilà, je vais dire les questions. Donc, pour l'instant, il y a pas mal de bravo. Voilà, bravo. Pedro Casablanca, bravo, princesse du désert. Bravo. Anna Ravassa Diaz, merci bien Lola. On attend. Peut-être déjà Lola, cette œuvre d'Ahmed Razali, c'est une œuvre que vous connaissez depuis longtemps, que vous avez découverte récemment. Enfin, expliquez-nous un petit peu peut-être votre lien avec l'œuvre de Ahmed Razali. Ah, ça, évidemment. Il y a 2 années, nous trouvons des textes sur différentes cultures et tout ça. Et alors, on a tombé sur ce texte, il nous a ébloui et nous voulions faire une mise en scène de ce texte, mais finalement, nous n'avons pas pu parce que nous n'avons pas de subventions et tout ça. Mais nous avons retenu cette histoire et c'est ça. Et j'aimerais que Ahmed raconte l'origine de ces textes ou quelque chose comme ça, parce que je crois qu'il y a quelque chose qu'il voulait dire. Bon, oui, c'est un texte, je l'ai écrit dans le cadre d'une résidence au Mali. J'ai eu la chance de vivre une résidence d'1 mois dans ce pays merveilleux, magnifique, que je ne connaissais pas. Et nous avons, moi et un groupe d'auteurs, beaucoup voyagé dans le pays. Donc, tous les références que vous voyez dans la pièce, au fait, c'est des lieux que j'ai visités avec beaucoup de joie. Donc, notamment le pays d'Ogon, qui est une merveille dans ce pays, mais aussi le nord, avec le nord saharien, Tombouctou, et entre les deux, Mopti, Djenné, c'est le fleuve Niger qui traverse. Bon, c'est une merveille. En Espagne, c'est le peintre Miquel Bersalo qui a fait connaître beaucoup le Mali et le pays d'Ogon. C'est l'un des pays les plus beaux que j'ai jamais vus, franchement. Et ça m'a beaucoup marqué, et c'est de cette résidence, de ce contact avec ce pays, cette culture, qu'est née cette pièce. Et à partir de là, mon désir était un peu de faire comme un lien entre l'Afrique du Nord et ce Sahel, duquel on est coupé. On est coupé à l'époque moderne à cause de l'histoire qui est la nôtre. Hein, l'histoire, on sait très bien que c'est la colonisation qui a vraiment coupé, disons, l'Afrique du Nord du Sahel. Mais quand on creuse dans le passé, on voit que le Sahara était un lieu d'échange magnifique. C'était vraiment aussi le commerce, l'échange du savoir était aussi intense que l'est aujourd'hui, par exemple, entre l'Europe et l'Amérique. Et le Sahara ne décourageait pas les gens, pas plus que l'Atlantique ne décourage pas les gens, disons, pour se relationner entre eux. Et c'est de là, c'est de ce désir de raconter l'histoire de ce désert, de lui donner parole, raconter ses gloires passées et ses misères présentes, toutes ces scènes que vous avez dû sentir dans le Paris-Dakar, le pétrole, le colonialisme, etc., qui ont été les pages un peu sombres de ce désert. Voilà, c'était un peu ça, disons, le but de l'écriture. Et c'est une pièce qui a eu la chance d'être interprétée sur scène. La première production, c'était au Maroc. C'est une production franco-marocaine. Et c'est justement l'Institut français, je viens de faire le lien, c'est l'Institut français de Fès, de la ville de Fès, qui a financé cette belle production qui a tourné au Maroc, France et en Espagne aussi. Et par la suite, j'ai eu moi-même la chance de diriger une production à Caja Canarias en 2008. C'était une belle expérience à Tenerife.
Et c'était Caja Canarias qui organisait un grand événement qu'ils appelaient, je crois, Foro Africa. Et c'est dans le cadre de cet événement qu'il y a eu cette production. Il y a eu par la suite une autre production à Madrid par une compagnie qui s'appelle Beluga Teatro. Et voilà, et depuis ce temps-là, il ne se passe rien, malheureusement, avec la pièce, disons. Je pourrais dire peut-être un mot sur la structure, pour que ça soit un petit peu clair pour les auditeurs, que ce n'est pas un monologue. Hein, c'est une pièce où la pancarte, Seconde de jour à Duchamp, est disons, le personnage central de la pièce, mais toutes les scènes qu'elle raconte, ce que Lola s'est débrouillée pour, disons, interpréter en solo, en réalité, dans la pièce, c'est des scènes avec des personnages. Et donc, à chaque fois, on voit sortir sur la scène des personnages qui vont interpréter la situation en question. Donc, c'est les Touaregs, c'est le passage des armées anglaises et françaises, ensuite, c'est les pétroliers, ensuite, c'est les touristes, etc. À chaque chapitre, à chaque fois, il est créé sur scène par les acteurs qu'il faut. Et aussi dire que c'est une double narration. Là, vous avez écouté, donc c'est la pancarte Seconde de jour d'Ochamo qui parle, mais la pièce, au fait, c'est une double narration. Il y a celle de la pancarte, mais il y a celle de cette jeune fille, de cette émigrée clandestine qui arrive enceinte à la pancarte. Et donc, les deux racontent leur histoire. Donc, on a la grande histoire du Sahara avec la pancarte, mais la petite histoire, celle de cette jeune fille qui va aussi se remémorer tout ce qui lui est passé jusqu'à son arrivée à ce désert. Et après, il y a un dénouement qui explique pourquoi cette fille est venue exactement là. C'est un point peut-être important de le savoir. Au fait, il est venu ici parce que il vient là dans son chemin du nord au sud, c'est-à-dire il vient de l'Europe pour et Alors, Ahmed, il y a un petit problème. On ne vous entend plus. Alors, bon, ça va peut-être revenir bientôt, j'espère. Ahmed, si vous nous entendez, peut-être que vous pourrez sortir et revenir. Bon, attendons. En tout cas, ce que raconte actuellement Ahmed, ah voilà, je pense qu'il est parti pour... il va peut-être revenir du coup. Chose du direct, voilà, ça peut bien entendu arriver. Justement, Mireia Estrada disait justement qu'elle connaissait bien le texte et que Lola avait fait un travail pour faire un monologue d'un texte avec beaucoup de personnages et que Lola, vous avez dû renoncer à la fille sans nom. Et la question de Mireia Estrada, c'était comment avez-vous fait le choix des scènes? Bon, j'ai pris tous les scènes qui avaient la pancarte, je les lu et ça manquait du temps pour la 30 minutes. Alors j'ai choisi Monsieur Koulibaly parce que je voulais raconter quelque chose de la fille. Et, je ne sais pas, l'autre c'était les Touaregs et le police. Est-ce que j'aime beaucoup cette scène et je pouvais le faire. Et alors, non, j'ai continué, j'ai fait comme ça, j'ai mis... Non, c'était un peu difficile, mais pas trop. Non, ce n'est pas trop parce qu'il y a une histoire. C'était un peu difficile de mettre la fille et lui donner quelques sons comme Ahmed racontait l'histoire de la pièce de théâtre, la raconte toutes les deux. Alors, c'était seulement mon histoire que je racontais, le sien n'était pas raconté. Je crois qu'il voulait dire qu'il s'était là-bas, devant, elle voulait donner la vie de son enfant.
devant la pancarte parce qu'ici, son fiancé, son couple et elle étaient, c'était, je ne sais pas, d'une façon se marier et se projeter d'avoir la vie tous les deux. Ils sont... que mal je parle. Oh, que vienne Sally, que je le vois, qu'elle raconte. Qu'elle nous raconte. Bienvenue avec nous. Bienvenue. Écoute, moi j'étais coupé à un moment. Il y a eu comme ma connexion Internet a fait une rupture, donc je vous ai perdu un instant. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez. Moi je parlais et à un moment donné je sentais que j'étais coupé. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai réussi à dire à la fin. Alors, on en était justement sur le choix des, enfin, ouais, là, sur le choix des scènes avec Lola Casamayor, parce que du coup, il y avait une question justement sur comment Lola avait pu choisir les différentes scènes, notamment qu'elle avait dû renoncer à la fille sans nom. Et du coup, voilà, on D'accord. en était là avec Lola actuellement. Et justement, Mireille Estrada disait que ce serait bien de dire que le texte est édité en espagnol par Editorial Icaria 2005, mais pas en français. Voilà. Et c'est vrai que c'est bon de le souligner peut-être. J'entends des bruits derrière. Oui, donc non, moi, en fait, j'expliquais ce point qui est important de comprendre comment la pièce lie la grande histoire et la petite histoire. Je ne sais pas si Lola, tu as parlé de cette scène qui est capitale, qu'on n'a que vers la fin. Et au fait, c'est toute la pièce trouve son dénouement dans cette scène quand la fille qui s'appelle la fille sans nom, va se souvenir qu'au fait qu'elle a enterré son passeport, ses papiers sous la pancarte. Et c'est pour moi une scène très touchante parce que c'est ce que font les émigrés au fait. Quand ils remontent, ils déchirent leurs papiers, au fait, ils effacent leur identité pour qu'on ne puisse pas les rapatrier. Ça, c'est un fait véridique. Euh, et au fait, c'est ce que cette fille, avec son copain, c'est ce qu'il, à un moment donné, il s'arrête à côté de la pancarte, il dit c'est le moment, on va le faire. Mais elle refuse. Elle a une intuition qu'on ne peut pas aller jusque-là, on ne peut pas effacer son identité et elle arrache de son copain l'accord que finalement on va juste les enterrer et ça suffit. Et donc, ils partent et son copain, donc la pièce nous raconte que lui, finalement, c'est quelqu'un qui va mourir dans le passage du détroit de Gibraltar. Elle va passer, elle va vivre donc la souffrance donc de l'immigration clandestine. Et à un moment donné, elle revient. Et donc, petit à petit, la mémoire commence à revenir et elle découvre qu'au fait, ce qui l'a fait revenir à la pancarte, c'est parce qu'elle a laissé ces papiers là-bas. Et en fait, la pièce, c'est une manière de récupération de la mémoire. C'est ça ce que cette pièce veut raconter. À la fois la petite histoire, celle de nous tous, individus, mais aussi l'histoire collective de ces peuples qui ont souffert ce démembrement, cette amnésie. Hein, moi, je parle en tant que Marocain, je l'ai souffert aussi en tant que Marocain. Et donc la pièce, elle se veut un peu comme cette récupération de la mémoire. Voilà. Alors, une question pour Lola. Le texte que Lola a découvert était la version française ou bien la traduction à l'espagnol? La traduction en espagnol. Oui. Je croyais que j'avais l'idée que je l'avais lu en français, mais non, c'est pas vrai. Bon, sinon, il y a beaucoup de, voilà, il y a beaucoup de commentaires très positifs. Hein, bravo, enhorabuena, excellent. Une question pour vous, Ahmed. Je suppose que c'est terrible pour vous de voir ce qui est devenu la belle Afrique. Oui, c'est sûr. C'est terrible pour tous les Africains, mais aussi pour le monde entier, vu la place que représente l'Afrique dans le monde. Je pense que ce n'est pas. C'est très triste de voir ce que l'Afrique devient et de voir qu'elle continue toujours disons, dans les problèmes qu'on connaît depuis déjà des décennies.
Mais il y a de l'espoir. Il y a l'espoir parce que les Africains se prennent en main et à chaque fois, ils se prennent en main et ils essayent de résoudre leurs problèmes. Il faut garder ce côté positif et travailler. Donc, pour moi, personnellement, en tant qu'Africain, cette pièce, ça va dans ce sens. Ça va dans le sens de récupérer notre histoire, récupérer notre mémoire. Oui, j'aimerais dire aussi une chose que peut-être c'est intéressant pour les auditeurs de le savoir. Le titre, je ne l'ai pas inventé. Tombouctou, 52 jours à dos de chameau, ça existe réellement. Cette pancarte existe au sud du Maroc, à Zagora. Les amateurs du désert, ils le savent tous. Si vous allez à Zagora, qui est la dernière ville du sud marocain avant de commencer, disons, avant que ne commencent les dunes sahariennes, il y a une pancarte. Hein, si vous allez d'ailleurs dans Internet et tapez 52 jours à dos de chameau, et il va vous sortir cette pancarte-là qui indique ça. Et vous voyez sur la pancarte un Touareg et des chameaux et la phrase Tombouctou, 52 jours à dos de chameau. Et c'est vrai, c'est-à-dire que nos ancêtres, ils avaient calculé qu'à dos de chameau, pour partir de la dernière ville marocaine qui est Zagora, jusqu'à Tombouctou, il faut 52 jours à dos de chameau. Et donc, j'ai trouvé vraiment très métaphorique que cette pancarte puisse exister. Et donc, la pièce, c'est lui donner, j'ai trouvé intéressant de lui donner la parole et qu'elle nous raconte tout ce qu'elle a vécu, cette pancarte. Voilà. Très bien. Une autre question pour Lola, cette fois-ci. Les gens se demandent combien de temps vous avez consacré à préparer cette pièce, cette lecture. Je ne sais pas, assez, assez de temps. Parce que si, de faire como la versión, o sea, escoger los extraits, tout ça, et puis la prononciation et tout ça, et sur le regard. Parce que me mettre dans le rôle et faire ça, bon, bien, mais pour moi, ça a été très difficile de, comme ça, et là-bas, et la fille, là, et contrôler ça, c'est comme un corset, ¿no? Y luego ya me he sentido bien dentro de ese corsé, ya lo he asimilado, pero ha habido un momento en que el medio me era bastante incómodo y sí que le he echado horas, la verdad, le he echado horas, sí. No las he contado. No quiero saber a cuánto cobro la hora porque han sido bastantes. Alors, donc oui, le texte édité en espagnol, c'est Tombouctou 52 días a camello, de la editorial Icaria 2005. Voilà. Oui, c'est ça. Pour les gens, voilà, si vous êtes intéressés, pour retrouver le texte. Voilà, on dit el esfuerzo ha dado maravillosos resultados, Lola. Voilà. Donc je ne sais pas si voilà. Jean-Paul Lefebvre, notre directeur, merci et bravo à Lola Casamayor et à Ahmed Razali. Voilà. Donc je ne sais pas si si vous avez plus de questions, sinon je pense qu'on va peut-être pouvoir s'arrêter là. Moi, voilà, encore une fois, tous les deux, Ahmed Razali et Lola Casamayor, je vous remercie au nom de l'Institut français de Madrid pour ce beau moment. Merci voilà, pour ce cycle, Lola, pour ce cycle de 3 lectures que nous avons fait ensemble. Et voilà, j'espère qu'on pourra reprendre cette idée dans la nouvelle normalité actuelle qui nous attend. Voilà, merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si le mot de la fin peut-être, Ahmed ou Lola, le mot de la fin. Non, moi, c'est juste vous remercier tous, remercier l'Institut français, remercier Lola pour la générosité, pour l'amour qu'elle a donné à ce texte et qui se ressent très très fort. Et remercier tous les spectateurs qui ont participé, qui ont écouté. Qui sont venus en nombre surtout. Ah.
Bon, merci beaucoup à toutes et à tous et à très vite. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci à tout le monde. Au revoir.